Agde, dans le département de l'Hérault. Ce 30 août 2014, un homme se présente au commissariat de la ville. Il est agité, hors de lui, comme en colère. Angèle Valcarcel, 54 ans, s'adresse au policier. Il est surexcité, il est livide, il tremble et il explique, tout en tremblant, tout en s'agitant, qu'il vient de tuer sa belle-fille. Sa belle-fille, la voici. Elle s'appelle Vanessa Mayor, 26 ans. C'est la femme de son fils. La police se rend aussitôt à son domicile. Son corps est bien là, criblé de 9 balles. Au commissariat, Angèle répète en boucle la même phrase. Il a comme une litanie où il dit ça y est, j'ai vengé mon fils. Ça y est, je l'ai fait. Mon fils est vengé. Son fils s'appelle Angèle, comme lui. Sur cette vidéo de famille, le beau gitan danse avec sa femme Vanessa. Un mari comblé, un couple heureux et plein de vie. Personne ne peut imaginer que quelques mois après ces images, Angèle, le fils, va disparaître. Et que cette disparition va condamner Vanessa à une issue fatale. Je savais qu'on l'avait tué. Ouais, moi je pense que c'est un meurtre. Elle a dû entendre quelque chose, elle a dû voir quelque chose, elle doit savoir quelque chose. On voyait qu'elle avait quelque chose à craindre. Ça se sentait. Ça se sentait. Je la connais. C'est la veuve joyeuse, putain, mais tout le monde l'appelle, c'est la veuve joyeuse, ça fait honte un peu. C'était trop. Et je crois qu'il l'a dit. C'était trop de blabla. Trop pour lui. Il n'y a pas eu un moment où il s'est dit, tiens, ce petit-fils, c'est mon petit-fils. Il y a 1 an, il a perdu son père. Et maintenant, grâce à moi, par 9 balles, il a perdu sa mère. Il a pris mon bébé. Et ça, je pardonnerai pas, je peux pas. Impardonnable. Tout commence 10 ans avant le drame. L'été 2005, Vanessa Mayor a 17 ans. La Lyonnaise a décidé de passer ses vacances dans le sud, à Agde, chez sa grand-mère. Pour se faire un peu d'argent, elle travaille dans ce supermarché où elle attire tous les regards. Une très jolie femme, très jolie femme. Enfin, une beauté, quoi. C'était une belle femme. Hein. C'est dur pour un frère de dire que sa sœur est très belle, mais de mes amis, de son entourage, toujours entendu dire qu'elle était une très belle jeune fille. Et cette jolie fille va taper dans l'œil d'Angèle, un jeune homme de 18 ans qui vit dans le quartier. Il fait partie de la communauté gitane et il a du succès auprès des femmes. Mon fils, c'était un adoré, c'était vraiment un très beau garçon. Et les filles, presque, ils se crêpaient le chignon pour lui. Angèle aborde Vanessa pour l'inviter le soir même à la fête foraine d'Agde. La jeune fille est séduite. Entre les deux jeunes gens, c'est le coup de foudre immédiat. Donc, je les imagine un peu comme ces deux arcs électriques qui se rencontrent et puis dès qu'ils sont rencontrés, ça pète, quoi, en fait, tout simplement. C'est une sorte d'attirance fulgurante qui se produit à ce moment-là. On a un peu l'impression qu'ils sont faits l'un pour l'autre, ces deux-là. C'est vraiment l'amour fou, quoi. Et seulement quelques jours après leur rencontre, Angèle, qui veut faire les choses dans les règles, fait des présentations. Il m'a dit, maman, j'ai connu juste une fille il n'y a pas très longtemps, mais elle n'est pas gitane. Je lui ai dit, je m'en fous, maman, l'essentiel c'est que toi tu... Voilà quoi. Elle m'a dit, ce soir, mets-toi sur la promenade, je vais passer juste avec elle comme ça et tu me diras ton avis.
Je me suis mis sur la promenade, c'était un été. Et puis il est passé. Et puis c'est vrai qu'elle était jolie. Quand je l'ai vue, j'ai vu la jolie fille, j'ai dit, oh mon fils. Je lui ai fait signe avec des yeux. Et il m'a compris. Antoinette donne son accord. Son fils peut désormais passer à la vitesse supérieure. Vanessa est présentée à toute la famille, car pour Angèle, il ne s'agit pas d'une simple amourette d'été. Il me faisait rentrer jamais aucune copine chez moi, mon fils. Il avait du respect pour la maison. Lui, si il choisissait une femme, c'était pour sa vie. Chez nous, les Gitans, quand on présente une fille à nos parents, c'est sa femme. C'est que lui est sûr de lui. Et Vanessa est elle aussi certaine d'avoir fait le bon choix. Elle me dit qu'elle est amoureuse. Elle a rencontré ce garçon, elle a rencontré un nouveau confident, donc l'homme de sa vie. Alors que les deux jeunes se connaissent depuis quelques semaines à peine, Angèle décide de demander Vanessa en mariage. Il m'a dit, avant qu'on se mette ensemble, il faut qu'on aille demander la main à son père et à sa mère. Je lui ai dit, c'est normal, maman. C'est comme ça que ça se fait normalement. Et un beau jour, je vois débarquer la belle famille avec donc Angèle fils, Angèle père, Antoinette, donc la maman, plus la grand-mère. On a une question à vous poser, monsieur Maillard. Je dis oui, laquelle? On voudrait demander la main de votre fille. Chez les parents de Vanessa, c'est la stupéfaction. La mère a été très très froide. Très froide. Je me suis sentie mal à l'aise. Le père, c'était comme ci, comme ça aussi. Il me demande la main de ma fille. Je lui dis, on va peut-être se calmer un petit peu, ça fait un peu tôt quand même. À peine 18 ans, on va se calmer. On va étape par étape, je pense. Et là, ils ont voulu aller plus vite que la musique et on se brûle. Les parents de Vanessa s'opposent au mariage. Ils ne veulent pas que leur fille parte à Agde. Vanessa est la première de leurs 3 enfants et c'est toujours leur petite fille adorée. Une jolie petite fille et puis en grandissant, une très jolie femme, aimante, très gentille, toujours à prendre la défense des plus faibles. J'ai quelques souvenirs moi-même étant jeune, des fois que des plus grands venaient m'embêter et puis elle n'avait pas peur, que ce soit 2-3 garçons en face, elle y allait quoi. Elle était là pour me défendre. C'était une fille qui fonçait, un gros caractère, une force de caractère impressionnante. Elle était impulsive, mais dans le bon sens du terme, une battante. C'était un peu mon modèle. Vanessa a du caractère et malgré ses parents, elle décide de partir à Agde, rejoindre Angèle, son amoureux. S'ils ne sont pas mariés au regard de la loi, dans la tradition gitane, c'est tout comme. Ah, pour nous, c'est comme ça, chez nous. Chez nous, il y a beaucoup qui ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble. Pour nous, c'est mari et femme. Voilà. D'ailleurs, on ne voulait pas une autre qu'elle. Donc pour nous, c'était sa femme. Il ne voyait plus personne autour de lui, on va dire. Hein. C'était sa femme, quoi. Le couple s'installe dans cet appartement du centre-ville d'Agde. Au bout de quelques mois, les deux familles se réconcilient. Jacques, le père de Vanessa, finit par accepter Angèle comme son gendre. C'est un gamin qui était avec ma fille. Pour moi, s'il est avec ma fille, c'est pour quelqu'un de potentiellement de bien. Pour Angèle et Vanessa, ce sont des années dorées qui commencent. C'est le temps de la joie et de l'insouciance. Le jeune couple est de toutes les fêtes. Et Angèle est toujours partant pour s'amuser. Et dès qu'il est arrivé, c'était le premier. C'était lui qui mettait la fête. C'est lui, les autres, s'ils étaient timides, c'est lui qui leur mettait dans l'ambiance. Il dansait.
Il est magnifique quand il danse. C'était un très bon danseur. Vanessa aimait danser aussi, mais lui c'était particulièrement un bon danseur, hein, je le reconnais. Hein. Quand il était lancé, personne ne l'arrêtait pour la danse. C'était Angel, tout simplement. Une passion pour la danse et la fête que Vanessa partage. Elle aussi, bon, elle s'est régalée quand même. Hein. Elle était jeune, elle avait envie de... Voilà, quoi. C'était un couple magnifique, autant lui comme elle. Un couple qui aimait la vie. Et tout naturellement, Vanessa et Angèle décident de fonder une famille. 4 ans après leur rencontre, naît leur premier bébé. Le couple nage dans le bonheur. Un petit garçon, elle me fait un blond aux yeux bleus. Dans la famille, on n'est pas trop blond. Mais bon, un blond aux yeux bleus, magnifique. 2 ans après, c'est un autre petit garçon qui naît. Angèle est ravie. Il était très fier de ces 2 garçons, mon fils. Il adorait ses fils. Ils étaient heureux, avec des hauts et des bas de la vie comme tout couple. Mais c'était un couple très heureux, ils s'aimaient beaucoup. Pour s'aimer, ils s'aimaient, ça je peux vous le dire. C'était un truc de fou. Hein. C'était maladif. Hein. Un couple d'amoureux fous qui attire tous les regards. Pourtant, derrière ces sourires, existe une toute autre réalité. Car entre les 2 jeunes gens, une guerre sourde a commencé. Les tensions dans le couple se multiplient. C'est ce genre de couple dont le sentiment était basé sur des passions un peu exacerbées, un peu caricaturales parfois. Angèle sort beaucoup et Vanessa, qui reste à la maison avec les 2 enfants, craint qu'il lui soit infidèle. Elle était jalouse de toutes les gitanes qui l'approchaient. Ça allait pas, quoi. Elle le suivait partout. Voilà, quoi. Bon, après, lui, c'est un homme qui aimait avoir un peu de liberté. De toute façon, on ne met pas un gitan en cage. Et Angèle, c'est un oiseau libre. Il est tombé amoureux, il a eu 2 enfants, mais c'est pas pour autant qu'il va rentrer à la maison avec sa baguette de pain sous le bras à 8 h du soir. Vanessa a du mal à accepter le style de vie d'Angèle. Et sa jalousie va parfois très loin. Si à peine on le regardait son mari, elle était comme une folle. Comme une folle. Même mon fils il me disait, maman, rien que parce que la fille, on s'est regardé comme là je vous regarde avec vous, ça y est quoi. Elle était jalouse, ça. Non, mais je ne peux pas dire le contraire. Hein. D'après la famille d'Angèle, toutes les tensions viennent de là. Vanessa étoufferait son mari, le harcèlerait même. Y compris lorsqu'Angèle part travailler avec son père sur des chantiers. Mais Vanessa, elle ne le laissait jamais tranquille, Angèle. Même quand il partait travailler avec son père, elle appelait et tout. C'était des crises de jalousie, Vanessa, qu'elle lui faisait. Elle n'arrêtait pas de l'appeler. Mon mari me disait, elle n'arrêtait pas. C'était tous les secondes qu'elle faisait que l'harceler au téléphone. Et même le téléphone, mon fils, il fallait qu'il le laisse allumer quand il allait partir ou qu'il allait travailler pour voir avec qui il parlait. Elle était très, très possessive. Angèle étouffe. Et les tensions dans le couple vont prendre d'alarmantes proportions. Eh bien, mon fils tapait sur le mur. Coup de poing dans le mur. Mais parce qu'il voulait pour pas la taper à elle, il tapait sur le mur. Il démarrait vite, mais comme il savait qu'il peut faire mal ou quoi, au lieu de taper sur la personne, il tapait contre le mur. C'est sa façon à lui de se défouler. Des gros points. Même quand j'allais, moi, j'ai dit Angèle, maman, quand même, c'est quoi ça, bouche-le, quand même, ça fait honte, ça. Non, maman, au moins comme ça, elle le voit, elle me laissera tranquille. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le couple se déchire, mais sans jamais parvenir à se séparer. Parce que des fois, ils se quittaient, ils se reprenaient. Voilà, ça faisait que ça.
On le disait, je vais quitter Vanessa, je vais la quitter, mais moi je disais oui, mais je le savais au fond de moi qu'il n'allait jamais la quitter, quoi. Parce que chez nous, voilà, quoi, pour se séparer, il en faut. Mais ça devenait trop lourd, je pense. Pour la famille, il ne s'agit que de brouilles entre jeunes amoureux. Ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, Angèle va très mal et qu'un drame terrible est en train de se nouer. Voici les dernières images de la famille réunie pour le jour de l'an 2013. À gauche, on voit Vanessa en rose. Elle danse avec Angèle, son beau-père. Au centre, Angèle fils est avec sa mère, Antoinette. Rien ne laisse imaginer que 6 mois plus tard seulement, le jeune homme va mourir. Et plonger Angèle, le père, dans une obsession fatale. Nous sommes le 8 août 2013. Ce jour-là, Angèle père rend visite à son fils au domicile du couple. Le jeune gitan semble déprimé. Enfin, il était seul à l'appartement, et là, manifestement, il broyait du noir. Il en a marre et il annonce à son père, en réalité, qu'il va se séparer de Vanessa. Mon fils lui a dit, papa, vraiment, Vanessa, ça va pas du tout. C'est vraiment déterminé, c'est fini avec elle. Voilà ce qu'il a dit à son père. Son père, il n'a pas pris tout ça au sérieux. Parce que comme il s'est disputé beaucoup avec elle aussi, des fois. Donc vous savez comment on est, des fois on dit des paroles qu'on ne pense pas. Pour Angèle, le père, il ne s'agit que d'une dispute de plus. Il laisse son fils seul à l'appartement. C'est la dernière fois qu'il le verra en vie. Le soir même, Angèle va rejoindre ses amis en boîte de nuit. Personne ne peut imaginer ce qui va se passer dans quelques heures. Il retrouve ses cousins, il retrouve ses copains. Et là, il va rentrer dans une fête, dans une soirée absolument incroyable. Et il a dansé comme un fou. Et il a pouillé la bouteille de champagne. Il paye du champagne à tout le monde. Il danse comme il n'a jamais dansé de sa vie. Angèle ne rentre chez lui qu'au petit matin. Il est toujours accompagné de son cousin, qui pourtant ne remarque rien de particulier. Mais Angèle, le soir qu'il était avec moi, quoi, on a bu, il est rentré normal chez lui. Il se quitte à 5 h du matin en bas de son immeuble. On a Angèle Valcarcel, fils, qui dit à M. Sénégas à demain, qui le quitte avec le sourire. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Je rentre chez moi, frère, à demain. Comme d'habitude, je t'aime, à demain. À demain, 2 mots anodins en apparence, mais qui vont hanter la famille d'Angèle pour toujours. Car quelques heures plus tard, le téléphone sonne chez les Valcarcel. Angèle père décroche. C'est Vanessa, leur belle-fille. Elle est hors d'elle. Allô, qui c'est? On entend Vanessa crier. Là, elle dit Angèle, 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 on ne comprend pas, c'est totalement incohérent. Elle n'a pas dit quoi au téléphone. Elle n'a rien dit. Elle criait tout simplement. Angèle, elle criait. Impossible de comprendre ce que Vanessa dit au téléphone. Angèle, le père, se rend immédiatement sur place. Mon mari m'a dit, quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai vu plein de pompiers. J'ai cru que c'était mon fils qui avait fait une connerie à sa femme, qu'il a pété un câble. Il a monté l'escalier, il dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ce petit? Quand je vais le prendre, s'il a fait du mal à sa femme, je vais le défoncer. Il monte l'escalier. Il a vu des messieurs en blouse blanche. Il a dit, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais votre fils est mort.
Mon mari m'a dit, on m'aurait mis un château sur la tête. Le château m'aurait pas fait aussi mal. Je crois y tomber. Angèle père entre dans l'appartement. Vanessa est là, en état de choc. Puis c'est une image d'horreur qu'il découvre. Il voit à ce moment-là son fils assis dans la penderie, qui ne bouge pas. Il a le cou relié par un foulard, lequel foulard est accroché à la tringle un petit peu au-dessus. Il est pendu presque à même le sol, à une tringle qui servait à supporter des vêtements. Il ne touche pas le sol, hein, il est à ça du sol, à quelques centimètres du sol. Tout laisse penser que le jeune homme s'est vraisemblablement donné la mort. On lui annonce que son fils s'est suicidé, et lui, à ce moment-là, n'a plus qu'une idée en tête, c'est de retourner chez lui et de l'annoncer à sa femme. Il ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le lui annonce. Moi, j'étais sous la douche. Il rentre comme un fou. Angèle, il est mort. Ah. J'ai crié comme une folle dans la douche. J'arrivais plus à me rincer. Je me suis même pas rincée. C'est lui qui m'a habillée. J'arrivais pas à m'habiller. J'arrivais pas à m'habiller. Et là, j'ai voulu le voir. J'étais un peu plus calme, je suis allée le voir. J'ai vu qu'il avait ses mains comme ça, comme tout le temps, un boxeur. J'ai touché ses mains. Je me sentais impuissante. Impuissante. Je ne pouvais plus rien faire pour lui. J'étais impuissante. Je voulais que tout le monde parte et rester avec lui. La nuit, on m'a dit que c'était pas possible. Les policiers pensent tout de suite à un suicide. Mais tout de même, il y a des détails peu habituels qui captent leur attention. Il y a quand même des éléments troublants, et notamment pour éléments troublants, le fait qu'avant de se pendre, Angèle, fils, se soit déshabillé pour finir en caleçon. On le retrouve pendu en caleçon seulement dans la communauté gitane. La première chose, on ne se suicide pas. Et si on se suicide, deuxième chose, on ne se suicide pas en caleçon, on se suicide habillé par respect pour les personnes qui vont vous trouver, par respect pour votre nom, par respect pour votre famille. Et ce n'est pas tout. Il existe aussi un autre détail. On retrouve ses affaires pliées, mais bien pliées, juste à côté, notamment son t-shirt est extrêmement bien plié, son pantalon, enfin les affaires qu'il avait la veille dans cette soirée. Angèle a-t-il vraiment pris soin de plier ses affaires avant de se donner la mort? Comme le veut la procédure, et malgré le choc, Vanessa est entendue par les policiers au commissariat d'Agde le jour même. Et là, ses explications sont limpides. Elle dit que la veille au soir, ils s'étaient un peu disputés, que du coup, il était parti en boîte de nuit, qu'elle s'est couchée. La jeune femme dormait pendant les faits. Voici ce qu'elle déclare aux policiers. Je me suis endormie vers minuit. Angèle n'était toujours pas là. Dans la nuit, je n'ai rien entendu de particulier. Je me suis levée vers 8h30. En passant devant le dressing, j'ai vu Angèle assis. Je pensais qu'il était saoul et qu'il s'était endormi. Je l'ai touché et j'ai senti qu'il était froid. Vanessa est totalement effondrée. Elle est en larmes, elle comprend pas. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Il ne m'a même pas laissé de mots. Il nous laisse ses 2 enfants et moi. L'audition terminée, les policiers n'ont plus de doute. Il s'agit bel et bien d'un suicide. Les enquêteurs vont finir par classer l'histoire en suicide parce qu'il n'y a pas de traces sur le corps suspecte, il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de traces de bagarre, de lutte,
de quoi que ce soit. Il n'y a pas une chaise renversée. Le dossier est clos. Il n'y aura ni enquête judiciaire, ni autopsie. Le corps d'Angèle est rendu à la famille, car selon la tradition gitane, il est veillé pendant 3 jours. Et c'est toute la communauté qui vient présenter ses condoléances aux proches d'Angèle. Il y avait tout, plein de monde qui veillait avec les chaises toute la nuit. Le lendemain, ça rentrait, ça sortait de la chambre, ça pleurait, ça rentrait, ça sortait, ça pleurait. Ça faisait que ça. On était tous malades. On était tous en peine. Alors. Ah, c'était dur, hein. C'est quand je l'ai vu de mes yeux. Là, j'ai réalisé que, oui, il n'était plus là. Vanessa est là, elle aussi. Elle est effondrée. Oui, elle pleure. Je la prends dans mes bras, à ce moment-là, elle s'effondre dans mes bras. Donc c'était un moment assez dur. Même pour moi, c'est très très dur. Au milieu de cette assemblée en pleurs, le père d'Angèle, lui, tente de sauver les apparences. Mon mari, il avait tout gardé pour lui. Tout dans lui. Trop. Il soutenait tout le monde. Il faisait le mec qui allait bien, alors que lui... C'est trop. Il essaye de tout gérer, de contenter les gens qui arrivent pour les recevoir, pour son fils. Le mec qui console tout le monde, il fait le mec qui va bien, mais en fin de compte, il n'est pas plus sensible que lui, quoi. Parce qu'en tant que chef de famille, il doit faire bonne figure devant tout le monde, même s'il est étranglé par le chagrin, devant les femmes, devant la famille, devant les amis, il ne pouvait pas craquer. Angèle, le père, tient avant tout à respecter les traditions gitanes. Et pourtant, il n'est pas lui-même gitan d'origine. Angèle Valcarcel est né en Espagne, mais il a grandi dans le sud de la France. Il a grandi avec les gitans. Alors tout le monde l'appelle le gitan blanc. Parce qu'il le considère comme un gitan parce qu'il a grandi avec eux. Angèle tombe d'ailleurs fou amoureux d'une gitane, Antoinette, avec qui il a 2 enfants, des jumeaux, Angèle et Angelina. On était très heureux, très heureux. J'étais fière de me promener avec ces 2 dans la poussette. J'étais la maman poule. Et lui aussi, le papa poulain. Il a tout fait pour ses enfants. Angèle, père, s'occupe particulièrement de son fils, qu'il adore. Chez nous, c'est le papa qui éduque son fils, qui le rend homme, qui le fait monter dans la vie, quoi. Mon père, il m'aime, moi, ça oui, hein. Mais il s'occupait de son fils. Moi, j'étais plus avec ma maman. La relation devient fusionnelle entre le père et le fils. Ils ne se quittent jamais. C'est l'enfant roi, Angèle fils. Il faisait tout pour lui. Tout. C'était tout que pour son fils. C'était sa fierté. Les 2 Angèle se ressemblent en tout. Et le père comprend très vite que le fils va préférer le sport à l'école. Alors il l'encourage à trouver un travail durable. Ce sera carreleur, comme lui. Il le fera embaucher dans la même entreprise. Il était tout le temps avec mon frère, ça c'est sûr. C'est presque un autre lui-même, quelque part. C'est un prolongement de sa personne. C'était fusionnel, ça, oui. C'est la prunelle de ses yeux, son fils. Alors forcément, avec la mort de son fils, Angèle père a perdu une partie de lui-même. Il m'a dit, on va se tuer tous les 2. On n'a plus rien à faire sur cette terre sans Angèle. Oh, j'ai regardé son visage et j'ai vu qu'il était sincère. La douleur était trop forte.
lui. Pour Angèle Père et son clan, très vite une idée s'impose. Angèle, le magnifique, n'a pas pu se suicider. Parce que mon fils n'était pas suicidaire. Mon fils, il m'a jamais parlé de ça, de se faire du mal. Il m'a jamais rien parlé de tout ça. Pas un seul mot. C'est pas possible. Moi, c'est mon frère jumeau. J'ai grandi avec lui. Non. Non. Non, c'est pas possible. Pour ses proches, le suicide est d'autant plus impensable que les enfants d'Angèle étaient à la maison cette nuit-là. Et Angèle, il aurait jamais fait ça. Jamais de la vie. Il était tellement respectueux, mon frère, pour ses enfants. C'était sa raison. Il me le disait, moi, je me lève tous les matins, mes enfants, c'est moi. Et là, faire ça à côté de ses enfants, non. C'est pas mon frère. Alors, que s'est-il passé? Toute la famille a une conviction profonde. Je ne me posais pas de questions. Qu'est-ce qui a pu arriver à mon fils? Je savais qu'on l'avait tué. Ouais, moi, je pense à un meurtre. Un meurtre, le mot est lâché. Mais alors qu'a-t-il bien pu arriver cette nuit-là au domicile du couple? La famille d'Angèle se tourne vers la seule personne présente sur les lieux ce soir-là. Elle seule doit connaître la vérité. C'est Vanessa. S'il y a eu un meurtre, elle a forcément entendu quelque chose. Antoinette, la mère d'Angèle fils, tente de mener son enquête. Et je lui dis, Vanessa, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a que toi qui peut nous parler, qui peut nous dire, c'est toi qui étais dans l'appartement. Pourquoi mon fils est mort chez toi? C'est pas n'importe quoi, c'est une mort. Je n'ai plus mon fils, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'était impossible de lui poser ça. Impossible. Elle se mettait en colère. Elle pleurait, elle se mettait en colère. Vous voyez qu'elle avait quelque chose à craindre. Ça se sentait. Ça se sentait. Je la connais. Vanessa ne répond pas. Pour tous, elle devient maintenant la suspecte numéro 1. Alors, pour la piéger et la faire parler, Angèle Père et sa famille réclament l'ouverture d'une enquête judiciaire. Ben, la famille Valcarcel, Angèle et son épouse, envoyaient beaucoup de courriers au procureur en disant que tel témoin avait vu ça, tel témoin avait vu beaucoup d'informations qui n'étaient pas vérifiées. En octobre 2013, c'est une incroyable nouvelle pour la famille. Le procureur de Montpellier accepte leur demande. Une enquête judiciaire est ouverte sur la mort d'Angèle. Au commissariat d'Agde, elle est confiée au brigadier Philippe Caz. Donc on m'a demandé de vérifier toutes ces informations. Donc j'ai entendu une dizaine de personnes. Cette fois, tous les proches d'Angèle sont entendus, notamment ceux qui l'ont vue le dernier soir. Tous le répètent, le jeune homme n'a pas pu se suicider. Tout le monde m'a confirmé qu'il était en pleine forme, qu'il était content de vivre, qu'il faisait la fête le soir avec ses copains, qu'il avait bu des coups et que personne ne le voyait pendu le lendemain. Et ce n'est pas tout. La justice accepte également une autre demande de la famille. Le 26 mai 2014, 10 mois après la mort d'Angèle, son corps est exhumé pour procéder à une autopsie et des analyses toxicologiques. Donc là, effectivement, on repart à zéro. On va faire des analyses toxicologiques, on va faire une autopsie. Et c'est le seul moyen, d'ailleurs, de connaître véritablement les causes de la mort. Mais tout ça prend du temps et du coup, on n'aura pas les résultats immédiatement. En attendant, les policiers vont entendre à nouveau celle que la famille d'Angèle soupçonne, Vanessa.
la seule qui peut éclaircir ce qui s'est passé dans l'appartement cette nuit-là. Mais aux policiers, la jeune femme répète ce qu'elle a déjà dit lors de sa première audition. Et elle s'est levée le matin, elle l'a retrouvée pendue. Personne n'a entendu, elle n'a pas entendu rentrer. Et elle n'a entendu aucun bruit de la pendaison. Mais cette fois-ci, Vanessa ne va pas s'arrêter là. Aux enquêteurs qui l'interrogent, elle va apporter un élément nouveau. Une révélation qui va dévoiler un autre aspect de la personnalité d'Angèle. Dans cette audition, Vanessa se lâche un peu sur les déviances et les addictions de son mari. Et elle va apporter des éléments nouveaux qui ne sont pas forcément à la gloire d'Angèle. Il faut vous dire qu'Angèle consommait plusieurs stupéfiants. Il fumait du cannabis tous les jours, environ une dizaine de joints par jour. Et le soir, quand il buvait, il prenait de la cocaïne, environ 1 ou 2 grammes, quand il faisait la fête. Et lorsqu'Angèle se droguait, Vanessa raconte aux policiers qu'il changeait totalement de personnalité. Il était adorable, mais dès qu'il touchait cette merde, il devenait violent et incontrôlable. Elle dit que dès qu'il avait bu un peu d'alcool, un peu de cocaïne, il était très violent. Il tapait dans les murs pour se calmer. Il mettait des coups de poing dans les placos. D'ailleurs, chez lui, il y avait des traces de poing sur les murs. Souvenez-vous, d'après la famille d'Angèle, c'est la jalousie de Vanessa qui avait suscité ces tensions. Or, selon Vanessa, elle serait liée aux addictions du jeune homme. Au début, on avait pensé que ces disputes étaient liées à des scènes de jalousie maladive de Vanessa. Mais il y a surtout que lui dépensait énormément d'argent avec sa drogue, alors que cet argent, Vanessa en aurait eu besoin pour élever ses enfants. Vanessa avait alerté la famille, elle avait dit attention, il dépense tout l'argent du ménage dans la drogue. Il se drogue. Pour les policiers, ce témoignage change tout. Ce soir-là, Angèle n'était sans doute pas dans son état normal. La consommation de drogue pourrait donc expliquer qu'il ait commis l'irréparable. Seulement voilà, Angèle père, lui, ne veut pas croire Vanessa. Les déclarations de sa belle-fille le rendent fou de rage. Pour lui, elle ment sur toute la ligne. Il considère que Vanessa salit la mémoire de son fils. Angèle Valcarcel-Père ne veut rien entendre. Pour lui, son fils ne prend pas de drogue. Pour Angèle Père, Angèle Fils, c'était quelqu'un de parfait. Donc, il refuse de voir la réalité. Il refuse d'accepter l'idée qu'Angèle aille aussi mal qu'il se drogue. Il refuse d'accepter que le jour de sa mort, il avait pris des produits stupéfiants. Il refuse d'accepter de reconnaître que Vanessa l'avait alerté. Et il va se voiler la face et s'auto-convaincre que la cause est ailleurs. Angèle Père n'a plus qu'un seul objectif, rétablir sa vérité, réhabiliter son fils. Une quête qui va le mener jusqu'à l'irréparable. Pour ce père blessé, c'est une nouvelle vie qui débute, centrée sur la mort de son fils. Tous les matins, il se rend au commissariat d'Agde pour parler de l'enquête avec les policiers. Tous les matins, à 8h moins le quart, il était au commissariat et il nous attendait. Tous les matins. Il nous amenait chaque fois des noms de personnes qui ont vu ça. Donc ces personnes-là, à chaque fois, je les convoque, je les entends, et à chaque fois, ces témoignages ne donnaient rien. Et donc, il n'acceptait pas ça. Lui, il voulait rester sur l'homicide. Comme il ne comprenait pas le suicide de son fils, il était persuadé que c'était un homicide. Et il est resté là-dessus, là-dessus, là-dessus. Après le commissariat le matin, Angèle se rend chaque après-midi au cimetière. Muni d'un transat et d'un parasol, il passe des heures à côté de la tombe de son fils. Il fait salon
Il a sa chaise longue, son parasol et quelquefois ses boules de pétanque. Et il reste toute l'après-midi à côté de la tombe de son fils. Il avait dérivé. Complètement. L'été, en pleine saison, il était fier, il n'avait pas honte. Il allait chez son fils. On était changés. On n'était pas au cimetière, on était changés. Et on restait toute l'après-midi. Et le soir. Angel Valcarcel n'a plus de vie en fait. Il est anéanti. Il a perdu tout repère. Il a plus arrêté de travailler. Il ne s'occupait plus de lui. Il faut dire quand même les choses clairement, cet homme ne tourne pas rond. Il réfléchit plus de la même façon, il réfléchit pas bien. On est en plein dedans, on est en plein dans le deuil pathologique. L'obsession est trop forte. Angel Père a besoin d'un coupable. Et il va petit à petit se forger une conviction et accuser celle qu'il voit tous les jours en photo sur la tombe de son fils. D'autant que l'attitude de Vanessa lui semble suspecte. À ses yeux, elle n'est pas affectée par la mort d'Angel. Il en voulait à sa belle-fille, Vanessa. Parce que déjà, après la mort de son fils, il jugeait qu'elle n'était pas assez réservée, assez discrète. Elle se faisait voir en ville et donc pour la famille Valcarcel, ça n'allait pas. Parce que chez nous, la communauté gitane, une femme, quand elle est en deuil, elle a une tenue. Elle ne doit pas sortir à n'importe quelle heure. Elle ne doit pas faire n'importe quoi, surtout que voilà, ça faisait 4-6 mois que mon frère était décédé. La veuve doit vivre avec la belle famille pendant 1 an, rester quasiment recluse, vivre, ne pas sortir, porter le noir, bien évidemment. Et elle, c'était une veuve, on va dire, du XXIe siècle, qui vivait avec ses enfants, qui continuait malgré tout à avancer dans la vie. Et donc ça ne plaît pas. Et Angel Père n'est pas le seul à penser cela. Pour les gitans de la ville, Vanessa est bien trop joyeuse pour une veuve. Le moindre de ses faits et gestes est interprété et rapporté à Angel Père. On dira à Angel Valcarcel, on a vu ta belle-fille à tel endroit, on l'a vue avec telle tenue. Voilà, on a vu ta belle-fille, c'est la veuve joyeuse, elle va très bien, on dirait qu'elle a rien perdu. En réalité, il ne s'agit que de simples sorties entre copines pour se changer les idées. Mais ces témoignages insensés et répétés vont finir de convaincre Angel Père. C'est la veuve joyeuse, putain, mais tout le monde l'appelle, c'est la veuve joyeuse, ça fait honte un peu. Ça veut dire quoi ? De son côté, Vanessa vit un véritable enfer. Observée, jugée alors qu'elle essaie de remonter la pente pour ses enfants. La jeune femme a déménagé. Elle s'est installée avec ses 2 petits garçons dans un autre appartement du centre-ville d'Agde. Elle ne comprend pas la haine dont elle fait l'objet. D'autant que sa peine est immense. Elle a perdu l'amour de sa vie. Elle s'est même fait tatouer le prénom d'Angel sur la poitrine, immédiatement après sa mort. Alors sur Facebook, Vanessa tente de répondre à ceux qui l'accusent. Ce que tu ne vois pas avec tes yeux, ne l'invente pas avec ta bouche. Ou encore... Je n'ai aucun compte à rendre à personne. Ma façon de vivre, mes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne regardent que moi. À bout, Vanessa va même jusqu'à se rendre au commissariat pour se plaindre du harcèlement de la famille d'Angel. Elle vient dans mon bureau, elle me dit voilà, j'ai des problèmes avec la famille Valcarcel qui me suit, qui m'empêche de voir celui-là, qui m'empêche d'aller avec mes copines. Et donc j'ai dit de toute façon, tant que tu seras ici, la famille va te harceler et tu ne pourras rien faire. Dès qu'on te verra, on dira on l'a vu là, on l'a vu là-bas, on l'a vu là en mini-jupe, on l'a vu là. J'ai dit ça sera l'enfer pour toi. C'est pour ça que j'avais conseillé de quitter au moins quelque temps Agde et sa région.
Mais Vanessa n'aura pas le temps de partir. Car près d'1 an après la mort d'Angèle, un élément d'enquête tombe et il va tout changer. En juin 2014, les résultats de l'autopsie arrivent enfin. Et ils sont formels. Aucun élément ne laisse penser à un crime. Il s'agit bel et bien d'un suicide. Toutes les constatations qui ont été faites du début à la fin disent que c'est un suicide. Aucune trace de coup, aucune trace de lutte. Et ce n'est pas tout. Les analyses toxicologiques sont elles aussi incontestables. Les analyses disent qu'il y a de la cocaïne, du shit, des somnifères et de l'alcool. Qu'il n'était pas dans son état normal au moment de passer à l'acte. C'est donc vraisemblablement la drogue qui a conduit Angèle à ce suicide. Le 29 août, le brigadier Caz veut présenter lui-même les résultats à Angèle, le père. Et c'est là qu'il m'a dit, j'ai compris. J'ai dit, écoute, Angèle, je suis contente, si tu as compris, c'est très bien. C'est un suicide. Angèle père semble très calme. En fait, il a pris sa décision. Et le brigadier Caz va le revoir plus vite qu'il ne l'imagine. Le lendemain matin, Angèle Valcarcel se présente au commissariat, comme tous les jours. Sauf que cette fois, il n'est pas du tout dans son état normal. Cette fois-ci, c'est pas pour prendre le café. Il est surexcité, il est tremblant. Là, il est énervé, gonflé. Moi, je le revois encore. Hein. Il est juste là, debout, très tendu. Je l'ai fait. J'ai vengé mon fils. Ça y est, je l'ai fait. Vous pouvez m'arrêter. Je viens de buter ma belle-fille. Mon fils est vengé. J'ai utilisé une arme à feu. Je l'ai jetée juste à proximité, pas très loin, dans une poubelle. Et je suis venu directement me rendre au commissariat. Le brigadier part directement avec une patrouille chez Vanessa Mayor. Il va y découvrir une scène d'horreur. Il gravit l'escalier, il arrive sur le palier, la porte est ouverte. Et je pousse la porte, je rentre et puis bien sûr dès que j'ouvre la porte, je la vois sur le sol. Et là tout de suite il comprend que Angèle père n'a pas menti. Je vois du sang qui l'entoure. Et il y a tout un tas de douilles autour du corps. Des douilles, hein. Des douilles de gros calibre. Hein. Et visiblement, elle a été mitraillée. Hein. Je prends son pouls, absence de pouls. Il n'y a plus rien à faire. Vanessa est morte. Soudain, une question pétrifie le brigadier. Où sont les 2 garçons ? Et logiquement, elle doit être avec ses 2 jeunes enfants, donc il tremble à l'idée qu'il ait pu y avoir un carnage familial. Et on fait toutes les pièces, on commence par la salle à manger cuisine, on voit personne. On se dirige vers la chambre. Et il va tomber sur le plus jeune des 2 enfants, il a 3 ans. Puis il y a l'enfant qui sort juste à ce moment-là, je le vois arriver juste en face de moi, il sort de la pièce. Tout petit, hein, il dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Comment va maman? Le corps est à 2 mètres derrière. Je sais que s'il va plus avant, il va l'avoir de suite. Donc je l'attrape, j'essaye d'y cacher les yeux et je crois que mon collègue en même temps il fait plus ou moins la même chose. Il est juste à côté de moi et je crois que plus ou moins on essaie d'y cacher les yeux et de suite on l'extrait au mieux qu'on peut et on sort de suite dehors. L'enfant est confié à la voisine. Elle apprend au policier que l'autre fils de Vanessa dort chez sa grand-mère. Soulagés, les policiers peuvent se consacrer à l'enquête. Les experts en balistique étudient minutieusement la scène de crime. Puis, dans les poubelles à quelques mètres de la maison, ils trouvent un sac, comme Angèle père leur avait dit. À l'intérieur, il y a des gants et un chiffon. Un peu plus loin, dans une autre poubelle, les policiers trouvent l'arme du crime. Avec tous les éléments dont ils disposent,
les enquêteurs vont pouvoir reconstituer minute par minute le déroulé de cette matinée fatale. Ce matin du 30 août 2014, après avoir bu son café, Angèle Père se dirige vers un compteur électrique dans lequel il a dissimulé son arme, un revolver. Il va l'armer, l'approvisionner, prendre un deuxième chargeur. Il va se diriger le plus calmement du monde dans les rues d'Agde jusqu'à la nouvelle adresse de sa belle-fille. Il n'est pas 9h, hein. Il va se rendre à pied chez Vanessa. Il va monter à l'étage, sonner. Et à ce moment-là, les choses vont très vite. Il sort son arme. Elle met une main dérisoire, comme pour se protéger. Et il ouvre le feu. La première balle transperce la paume de sa main pour venir se loger en pleine poitrine. La première balle suffit déjà quasiment à sa mort puisqu'elle s'effondre et les 8 autres vont être tirées alors qu'elle est à même le sol. Chose innommable, les enquêteurs comprennent que l'enfant de Vanessa, âgé de 3 ans, a tout vu du meurtre de sa mère. Son petit-fils va être capable de mimer une scène après terrible où il dit « Papy était à cheval sur maman » et il faisait poum poum poum. Il va l'abattre froidement de 9 balles, et il va quitter l'appartement et il va jeter ce sac isotherme dans une poubelle dans la rue. La suite, les enquêteurs la connaissent. Angèle Père viendra se livrer au commissariat. Pour expliquer son geste, l'homme évoque un coup de sang, un moment de folie. Voici ce qu'il déclare. Je ne m'en souviens pas. C'était trop rapide. Même moi, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Je ne voulais pas lui faire du mal. C'est la mère de mes petits-enfants. Les policiers doivent maintenant annoncer la mort de Vanessa à ses proches. Un moment terrible. C'était mon bébé, quoi. J'aime mes 3 enfants pareils. Hein. Excusez-moi. Mais c'était mon premier amour, mon premier bébé. Et on me l'a pris, quoi. Pas on me l'a pris, on me l'a assassiné. Et ça, j'ai trop de mal avec ça. J'arrive pas à passer. En fait, ce qui me revient à ce moment-là, c'est une haine. Et je veux le tuer, en fait. Mais tout le monde. En fait, je pète un câble. Mais bon, c'est... Genre, du coup, je me raisonne moi-même, quand même, parce que je suis pas comme lui. On n'a pas le choix. Il y a toujours cette haine, mais il faut penser après tout ce qu'il y a autour, les enfants. Le 27 juin 2018, le procès d'Angèle Valcarcel commence aux assises de Montpellier. Ses avocats plaident un coup de folie, provoqué par les rumeurs qui ont couru sur Vanessa, laissant penser qu'elle avait tué son compagnon. Une rumeur alimentée jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Angèle Valcarcel emporté par tout ça. C'était trop. Et je crois qu'il l'a dit. C'était trop de blabla, trop pour lui. Mais cette théorie va rapidement être mise à mal. Les parties civiles vont affirmer que le meurtre était prémédité et que ce jour-là, Angèle Valcarcel avait pensé à tout. Le fait qu'il aille chercher une arme,
montre qu'il a mûri, qu'il a réfléchi. C'est pas du jour au lendemain, tiens, c'est parce que je me suis engueulé avec elle que je vais la tuer. Je connais peu de gens qui sortent le matin de très bonne heure, aller chez leur belle-fille avec une arme, certes, qu'on porte sur soi, mais une paire de gants, au mois d'août. L'assassinat, 9 balles. 11,38. Il voulait pas la tuer, il dit. Je sais pas. C'est des avions de chasse, les douilles. J'en ai retrouvé une. C'est des balles qui sont comme ça. Tuer un sanglier avec ça. Il lui en a mis 9. Ah, il voulait pas la tuer. C'était pas de la haine contre elle, ça. Et sous les yeux de son propre petit-fils. C'est ça qui est terrible aussi. Il n'y a pas eu un moment dans la froideur de cet instant, dans la préméditation, parce qu'elle est incontestable, dans la réflexion froide qui suppose la préméditation, il n'y a pas eu un moment où il s'est dit, tiens, ce petit-fils, c'est mon petit-fils, il y a 1 an, il a perdu son père, et maintenant, grâce à moi, par 9 balles, il a perdu sa mère. Angèle Valcarcel est condamné à 25 ans de prison. Il n'a pas fait appel. Avant de quitter le box des accusés, il a pris la parole une dernière fois. Il a dit mot pour mot, je voudrais présenter mes excuses à la famille Mayor, monsieur et madame Mayor, ainsi qu'à Dylan Mayor et sa sœur Romane Mayor. Et moi j'ai dit, moi j'en veux pas de tes excuses. Dieu pardonne, moi non, je fais. Voilà, c'est même tatoué sur moi, alors, pour vous dire. Jacques, le père de Vanessa, ne pardonne pas. Mais aujourd'hui, il essaie de reprendre le dessus, de réapprendre à vivre. D'autant qu'avec sa femme, c'est lui qui s'occupe désormais des 2 enfants d'Angèle et de Vanessa.